Donc ça, c'est une information de taille à partager avec vos camarades qui ne sont pas là. Voilà, samedi prochain, on n'aura pas cours. On aura cours le jeudi prochain, 8h-10h, à l'Amphi Ousmane Socé, en remplacement du cours de Diassé Diop qui a terminé avec vous. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une autre information. Bon. On va essayer de faire passer le... Au pire, on revient un peu sur ce qu'on avait vu la fois dernière. Faire une petite, comme on fait d'habitude, une petite révision. S'il vous plaît, on n'entend rien là. Voilà, on revient un peu. C'est dommage qu'on n'ait pas la projection. Je ne sais pas pourquoi. Il arrive? Il arrive. D'accord. Ok. Donc, la visibilité de l'image. Ok. On va dupliquer. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais tester quelque chose parce que j'avais prévu de faire passer des vidéos, mais je ne sais pas si ça va marcher. Donc. On le fera à l'Amphi Ousmane Socé si ça ne marche pas. Le problème, c'est que vous n'entendez pas, c'est ça. Pardon? Là, bah, ils m'ont dit que oui. J'ai vu avec Madame Dao, mais apparemment, il y a une projection là-bas. Moi, le problème, c'est le son. Est-ce que vous voyez l'image au moins? Vous voyez rien? Normalement, si vous entendez, c'est mieux, mais il n'y a pas de son. Comment faire pour que le son arrive? Ça, c'est une autre question. On n'a pas les dispositifs nécessaires, malheureusement, parce que j'aimerais bien quand même partager avec vous parce que c'est bien de comprendre les frontières, etc. Mais c'est aussi bien de voir où est-ce que ça se trouve, d'accord, à l'échelle du monde. Quand je vous parle de la frontière Turquie, de la frontière avec Turquie, de la Turquie avec la Hongrie, c'est bien de voir quelle est la matérialisation exacte de la frontière. C'est dommage. Mais bon, on va essayer de voir au niveau de l'Amphi Ousmane Socé si on arrive à projeter comme ça, vous voyez comment les migrants s'investissent dans la frontière, etc. D'accord? C'est pas grave, on trouvera une solution comme d'habitude. Mais là, on va reprendre le cours pour gagner un peu plus de temps. On reprend ce qu'on avait vu, comme je fais d'habitude. Donc, pour voir si vous avez compris. D'accord? Donc, je passe très rapidement. Hein. La fois dernière, on avait vu que par rapport à la complexité des migrations, on avait défini les migrations en fonction de plusieurs critères. On avait parlé du critère d'espace, des critères juridiques, etc. On avait parlé également du critère de la temporalité. On avait vu pas mal de critères qui permettent de sérier les migrations. D'accord ? Quand c'est les migrations, quand on s'appesantit sur le critère spatial, on aura des migrations. On aura quelle migration? Pardon? Sous-régionale, oui. Communautaire, internationale, au-delà urbain. Voilà. On aura encore quelle migration? Rurale urbaine,
D'accord? On aura les migrations, oui, les migrations internes. D'accord. Donc, pour le critère juridique, qu'est-ce qu'on avait vu? Oui. Juridique. Involontaire, volontaire, mais pour les volontaires, qu'est-ce qu'on avait vu? Pardon? L'immigration économique. Économique et travail. Études. Investissement, c'est bien. Toujours les mêmes. Derrière, qu'est-ce qu'on avait vu? Oui? Vous n'aurez qu'une semaine de révision. Une semaine. Donc, pour le critère spatial, on avait vu également le critère juridique, on avait vu aussi les critères. Quel autre critère on a vu? Le projet migratoire. Selon le projet, on a quel type de migration? Et circulaire. Très, très bien. Voilà. Maintenant, par rapport à la complexité, la fois dernière, on avait abordé la complexité en disant que les migrations ont augmenté, donc une intensification des migrations, d'accord? Ça, c'était un facteur. Et les autres facteurs qui ont contribué à l'augmentation des migrations, on l'avait vu, c'est la fin de l'URSS, la sortie du rideau de fer, on l'avait expliqué. On avait parlé de la généralisation des délivrances de visas. Donc, à partir des années 70, on avait dit que l'essentiel des pays européens ont commencé à vraiment délivrer des visas. Donc, il y a également eu une fermeture des frontières. Ensuite, du fait des conflits et des crises, on avait énuméré pas mal de crises, d'accord, qui ont été à l'origine des migrations et des conflits dans le monde, d'accord, les progrès de l'éducation, l'urbanisation galopante dans certaines villes voilà, du monde, hein, mais également à l'échelle de l'Afrique, la multiplication des médias. Est-ce que jusque-là, vous avez compris que c'est à cause de ces facteurs-là qu'on assiste de plus en plus à une augmentation et à une intensification des flux migratoires? D'accord? Donc, toujours dans la complexité. Parce qu'on avait vu que la complexité de la migration ne se limite pas seulement à différents critères. Mais au-delà des critères, il y a des facteurs sous-jacents, des facteurs nouveaux qui ont joué, qui ont participé à l'augmentation des flux migratoires. D'accord? Et parmi ces facteurs-là, on les a cités, d'accord? Que ce soit à l'échelle du monde, d'accord? Que ce soit à l'échelle beaucoup plus d'autres villes, mais que ce soit des facteurs économiques, des facteurs socio-culturels, d'accord? Des facteurs aussi politiques, des facteurs environnementaux qui ont joué sur l'augmentation et l'intensification des flux migratoires. Est-ce que jusque-là, ça va? Ensuite, on avait parlé que cette intensification, pour comprendre la migration également, il faut convoquer le facteur temps, d'accord? Il faut voir les migrations d'hier, mais également celles d'aujourd'hui, d'accord? Pour comprendre comment on est arrivé à cet état de fait aujourd'hui, d'accord? Hier, il y avait des pays qui avaient le flambeau concernant l'intensification des flux. Aujourd'hui, ça a changé, d'accord? C'est d'autres pays qui envoient des migrants. Donc ça, il faut le comprendre pour dire que la migration a connu une évolution, une intensification et une mutation. D'accord? C'est juste que cet aspect-là permet de dire. Est-ce que je me fais comprendre? On a connu une intensification, là on a connu un changement en fonction du temps. Si on convoque l'échelle temps, on verra que les migrations ont changé. Les migrations d'hier ne sont pas les migrations d'aujourd'hui. Ça va? Ensuite, donc ça c'était juste pour illustrer, ça c'était aussi pour comprendre que le nombre de migrants a augmenté dans le monde. Là, par rapport à ce changement-là, on avait parlé des critères, d'accord, qui permettent de sérier différentes formes de migration. Mais là également, ces différentes formes de migration permettent aussi de parler de cette complexité. Parce que non seulement
on a une augmentation des formes de migration, non seulement également, on a une complexification des flux migratoires. D'accord? Qui dit forme de migration, dit migration liée au travail, vous l'avez dit, migration études, migration familiale, migration forcée, migration climatique, migration d'attente. Quand je dis migration d'attente, ça c'est un fait nouveau, parce que de plus en plus, dans ce qu'on appelle les pays de transit, d'accord, il y a des migrants qui s'installent, par exemple au Maroc, il y a des migrations de transit, d'attente, parce que les gens sont en attente pour passer dans un autre pays. D'accord? On peut appeler ça des migrations d'attente. Et de plus en plus, c'est fréquent dans les pays, par exemple, du Golfe, mais également dans les pays du Maghreb. D'accord? Que ce soit en Libye, en Tunisie, en Algérie, les migrants, ils attendent pour passer à la frontière. D'accord? Donc, c'est des migrations d'attente qui peuvent durer, par exemple, 6 mois, 1 année, jusqu'à 5 ans, en attendant d'amasser une pécule nécessaire pour passer de l'autre côté. D'accord? Donc, on a plusieurs espaces, mais également plusieurs formes. Donc ça, c'est juste encore pour affirmer, quand je vous parlerai, par exemple, le terme, on va le définir plus tard, mais c'est tous ces facteurs-là qui permettent de parler de ce terme qu'on va voir tout à l'heure. Donc retenez bien qu'il y a des mutations, il y a une augmentation des formes de la migration, mais il y a également une diversification des flux migratoires. D'accord? On va y arriver. Là, j'ai aussi parlé de la fin des vieux couples migratoires. On en avait parlé la fois dernière. C'est quoi la fin des vieux couples migratoires? On en avait parlé la fois dernière. Qui peut m'expliquer très rapidement? Je cherche mon mouchoir. C'est chaud. Qu'est-ce que la fin des vieux couples migratoires? Vous avez oublié? Oui? Est-ce que vous pouvez vous lever? Oui? À la complexité de papier? Non. Oui? Donnez-moi un exemple de couple migratoire d'abord. Oui? France-Sénégal, oui, un autre? Oui, Gambie-Angleterre. Oui, un autre? Mali-France, d'accord? Oui? Pardon? Algérie-France, oui? Portugal? Guinée, quelle Guinée? Guinée-Bissau. Bon. Vous savez, la Guinée-Bissau, les premiers Guinéens sont partis en Espagne. Pas le Portugal, c'était d'abord l'Espagne. Oui? Et quand on parle de fin des vieux couples migratoires, c'est pour dire quoi exactement? Oui? Pardon? C'est la réorientation des flux migratoires. D'accord? Qui dit mieux? Oui? Très bien. Oui? Qui dit mieux? C'est exactement cela. Parce que juste pour dire que, en fait, avant, par exemple, l'essentiel des Sénégalais se rendait vers la France, l'essentiel des Maliens aussi vers la France, des Gambiens vers l'Angleterre. Voilà, on va parler également des Tunisiens en France, des Algériens en France. Mais depuis l'instauration, par exemple, du visa en France, en quelle année, on avait dit? L'instauration du visa en France, c'était en quelle année? 76, oui. Donc à partir de là, à partir des années 70, on va dire, il y a ce qu'on appelle la fermeture progressive des frontières. D'accord? À partir de là, on a une réorientation des flux vers d'autres destinations. D'accord? Il y avait beaucoup plus besoin de main-d'œuvre. Un exemple de réorientation des flux. Par exemple, les Sénégalais, ils se sont rendus où? Hein? Hein? En Italie, oui. Ils se sont rendus en Espagne, pourquoi les Sénégalais? On en avait parlé la fois dernière. Parce que
il y avait un terme que j'avais utilisé, et ça c'est très très important de le retenir. Il y avait ce qu'on appelle l'appel d'air. D'accord? Un appel d'air, c'est quoi? C'est quand un pays vraiment a besoin de main-d'œuvre et il met en place tous les mécanismes pour pouvoir appeler des gens pour qu'ils viennent travailler, pour ouvrir son marché de main-d'œuvre. C'est ça qu'on appelle l'appel d'air. D'accord? Et beaucoup de pays l'ont fait, hein, à des phases très différentes de l'évolution, de leur développement. Ils ont fait un appel d'air. Et la différence de l'appel d'air, c'est le protectionnisme. D'accord? À un moment donné, ils ouvrent les frontières, c'est ça qu'on appelle un appel d'air. D'accord? L'Espagne l'a fait, l'Italie, le Portugal. Mais à un moment donné, ils ont fait un protectionnisme plus ou moins larvé, c'est-à-dire ils ont rétréci vraiment, ils ont fermé les frontières de manière progressive. Quand on dit fermeture des frontières, ça ne veut pas dire on met des barrières, comme on va le voir tout à l'heure. Parce que là, aujourd'hui, concrètement, ils mettent des barrières et des murs. Mais avant la fermeture des frontières, c'est-à-dire on met un visa, on complexifie, vraiment, on rend difficile l'obtention du visa ou bien l'obtention vraiment d'un permis de séjour qui permet aux migrants de pouvoir séjourner de manière régulière dans un pays. D'accord? C'était ça le processus. Mais maintenant, on va le voir, à partir de 2015, la donne a complètement changé dans beaucoup de pays européens, et particulièrement aussi au sein de nos pays maghrébins qui sont en Afrique, mais également qui sont dans cette dynamique vraiment de frontiérisation, c'est ça qu'on dit, de frontiérisation, vraiment de fermeture définitive des frontières à travers des barbelés et des murs. D'accord? Donc, juste tout ça pour dire que on a la fin des vieux couples migratoires qui est un fait nouveau, mais qui rend quand même complexe toujours le fait migratoire, parce que c'est des faits nouveaux, d'accord? À partir des années 80, c'est nouveau. À partir des années 70, à l'échelle du temps, c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, on le comptabilise comme quelque chose vraiment qui est à l'origine de changement, de mutation dans le champ de la migration. Quand on parle de multiplication des espaces aussi, ça rentre dans ça. Parce qu'avant, il y avait des destinations qui étaient privilégiées dans le cadre de la migration, que ce soit la France, pour l'Afrique, je parle spécialement pour l'Afrique, parce que quand on va étudier les autres pays du monde, on verra qu'il y a d'autres destinations qui étaient privilégiées. Mais si on prend le cas de l'Afrique qui nous concerne ici, parce que l'essentiel des exemples que je donne, c'est des exemples à l'échelle ouest africaine, donc si on s'en tient à cet exemple-là, on verra que à un moment donné, quand on parle de multiplication des espaces dans le champ de la migration des Africains, c'est-à-dire les Africains, avant, ils allaient en France, l'essentiel, ensuite en Belgique, ensuite en Allemagne, d'accord? Quand on parle de multiplication des espaces, c'est-à-dire d'autres espaces sont rentrés dans le champ migratoire des Africains. Donc d'autres espaces, qui veut dire les États-Unis sont rentrés, d'accord? Parce que c'est un fait relativement nouveau à partir des années 90. L'Espagne est rentrée, l'Italie est rentrée, d'accord? Ensuite, à partir des années, on va dire 2000, l'Amérique latine est rentrée. Donc, tout ça pour dire que maintenant, il y a une multiplication des espaces due à cette fin-là des vieux couples migratoires. Donc, il y a un changement, d'accord? Et ce changement-là, il faut le prendre en compte. Ça va jusque-là? Toujours dans le même sillage, toujours dans la même lancée de cette complexité, on a la multiplication des lieux spécifiques d'installation. Parce que maintenant, un migrant, qu'est-ce qu'il fait? Parce que s'il prend la route, par exemple, parce que de plus en plus, avec la délivrance du visa, c'est devenu compliqué pour beaucoup de migrants de passer par la voie aérienne. D'accord? Donc, à partir surtout des années 2000, beaucoup de migrants ont pris ce qu'on appelle les routes migratoires, les routes transsahariennes, par la route. Ils sont passés par la route. Ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent de la RDC surtout, de la République démocratique du Congo, parce que comme vous le savez, depuis les années 90, cet État-là connaît des soubresauts, c'est-à-dire des guerres incessantes et des conflits. Tantôt c'est avec le Rwanda, tantôt c'est à l'intérieur même du pays entre groupes ethniques, tantôt c'est avec d'autres puissances, d'accord? En l'occurrence la Belgique, etc., ou bien la France qui s'ingère. Donc il y a toute une géopolitique du conflit au sein de la RDC. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc depuis les années 80, 90 et 2000, la RDC est vraiment pourvoyeur de migrants qui prennent la route. Qui prennent la route à partir du Congo,
qui passe par exemple par la Côte d'Ivoire ou bien le Nigeria, qui remonte par le Burkina Faso. Maintenant, à partir du Burkina Faso, il se dit soit on part dans la côte à partir de Dakar, ou bien il remonte par la route encore pour aller vers le Maroc, passer par l'Algérie. S'ils ne passent pas le Maroc, par exemple, ils passent d'abord par la Mauritanie. S'ils arrivent à passer par Nouakchott par les bateaux, tant mieux. S'ils n'arrivent pas, ils continuent vers Oujda, c'est-à-dire vers la frontière avec le Maroc, mauritanienne avec le Maroc, et continuent. S'ils passent le Maroc, tant mieux. S'ils passent par le Maroc, ils transitent vers l'Algérie. À partir de l'Algérie, ils ont deux solutions. Soit continuer vers Lampedusa, par la Libye, soit essayer de passer par les côtes algériennes. D'accord? Donc il y a tout ça, tout ce circuit-là maintenant qui s'est ouvert que qu'empruntent les migrants venant de la République démocratique du Congo. Mais ils ne sont pas seuls. D'accord? Il y a les Ivoiriens, il y a les Sénégalais, d'accord? Il y a les Burkinabés. Et à partir de là, le Niger est devenu vraiment un point central, Agadez surtout, est devenu, je ne sais pas si vous connaissez un peu le Niger, où est-ce que ça se trouve? C'est un pays central hein, en Afrique. Donc le Niger, c'est un point maintenant qui est devenu un point de passage de toutes ces routes migratoires-là. Mais on va le voir aussi, il y a eu une restructuration au niveau même du Niger par l'ingérence des puissances étrangères qui ont mis en place des injonctions qui ont fait que toute cette partie-là d'Agadez maintenant connaît des situations assez difficiles et particulières. Mais ça, c'est encore plus complexe, on y reviendra. Donc pour ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette complexification maintenant, on a des routes migratoires qui se dessinent. D'accord? En plus de la fin des vieux couples migratoires, ça il faut le noter, d'accord? Il y a aussi l'émergence des routes migratoires, de plus en plus dangereuses et de plus en plus aussi soumises à des contraintes. Ça il faut le savoir, c'est des routes très dangereuses. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je raconte? Ça va? Oui? Ok. Donc ça, je vais le passer à votre camarade, mais ça vous donne juste une vision d'ensemble de vraiment que de plus en plus l'Afrique est en mouvement, le monde même est en mouvement. Avant, ce n'était pas comme ça. Si vous voyez la carte là, regardez, cette carte que je vous ai montrée, cette carte qui date du 19e siècle, qu'est-ce que je raconte? C'était en quelle année? Oui, c'était le 19e siècle. Donc ça date quand même de 1858. Donc cette carte-là, vous la voyez avec cette carte-là, avec celle-ci, vous voyez nettement la différence. D'accord? Le monde est de plus en plus en mouvement. Le monde a été en mouvement. C'est pour cela qu'il faut introduire l'aspect temps. Mais maintenant, c'est devenu de plus en plus intense. D'accord? Donc cette carte-là, elle est révélatrice de l'intensification, on va dire, des flux migratoires. Regardez le continent africain. D'accord? Le continent africain au milieu. Qu'est-ce qu'on a? On a des flux. Je vais vous faire passer la carte parce que là, peut-être vous ne voyez pas bien. Donc, on a les flux qui proviennent de partout, mais qui ressortent. Les flèches qui rentrent et les flèches qui sortent. Donc, l'essentiel, là, en Afrique, on a même des migrations du Gabon vers l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est un important pôle migratoire à l'échelle de l'Afrique. D'accord? On a également des pôles, des flux migratoires qui partent du Mali et du Sénégal vers le Maghreb et surtout vers l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. D'accord? L'Angleterre qui ne fait pas partie de l'Union européenne maintenant, d'accord? Qui est sortie de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les flux s'intensifient. De plus en plus, la carte du monde nous montre que le monde est en mouvement. On est dans une dynamique de mondialisation migratoire. C'est ça le mot qu'on va voir, la mondialisation migratoire. Toute cette complexification dont je vous parle, tout l'avènement des acteurs aujourd'hui, des facteurs, nous mène à la mondialisation migratoire. C'est le concept de mondialisation migratoire. Et tous ces aspects-là, quand vous expliquez, quand je vous dirai qu'est-ce que la mondialisation migratoire, il faudra convoquer tous ces facteurs-là. L'intensification, la multiplication, le changement, l'évolution, tout ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la mondialisation migratoire. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, vous voyez que les flux s'intensifient, se mondialisent. D'accord? Ensuite,
Donc ça, c'est une autre carte. On l'avait vu. Donc je passe très rapidement. Donc toujours dans cette dynamique de mondialisation migratoire, on l'a vu. Là, je reviens sur ce cours-là parce que la fois dernière, j'ai donné beaucoup d'éléments et j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Donc, je reviens très rapidement sur tous ces éléments pour que vous puissiez comprendre la mondialisation migratoire. Je préfère que vous ayez tous les éléments de compréhension pour ceux qui veulent, par exemple, choisir le parcours MIRI pour l'année prochaine en Master 1 et Master 2, au moins que vous ayez des éléments un peu de compréhension pour que quand on va attaquer peut-être tout ce qui est théorie migratoire l'année prochaine et le Master 2, que vous ayez au moins une assise. D'accord? C'est pour cela que je reviens et j'insiste sur le fait que si vous n'avez pas compris, vous me dites. D'accord? Mais ça, c'est vous qui voyez. Donc, on avait vu, dans ce sillage-là toujours, on a vu de plus en plus à ce qu'on appelle les migrations privilégiées et les migrations empêchées. Les migrations privilégiées, on l'avait vu, c'est des groupes de migrants. On n'appelle pas des migrants, hein. On avait parlé d'expatriés, etc., qui ne sont pas considérés comme des migrants, les backpackers. Qu'est-ce que les backpackers? Les backpackers, on en avait parlé la fois dernière. C'est quoi les backpackers? Oui? Très bien. Donc c'est de plus en plus c'est pas des touristes, hein, c'est des migrants, mais ils ne se considèrent pas comme migrants. Ils ont utilisé le terme de backpacker pour désigner ces mouvements de population issus des pays riches qui sillonnent le monde sac au dos. D'accord? De plus en plus, il y a des catégories aisées qui prennent leur sac à dos, qui parcourent le monde. C'est ça qu'on appelle les backpackers. Et c'est très, il y a la thèse de Brenda Lebigot, qui est une collègue de l'université de Poitiers. Et les géographes, elle a travaillé sur ce terme-là, sur les migrations privilégiées, avec l'exemple des backpackers, donc en Asie du Sud-Est. Donc c'est les Français qui se rendent en Asie du Sud-Est, sac au dos, qui sillonnent toute l'Asie à la recherche d'opportunités professionnelles, etc. C'est des migrants, mais qui ne sont pas considérés tels quels, parce que tout simplement, ils ont ce privilège-là, ils ont le visa, ils n'ont pas besoin de visa du moins, ils ont ce passeport privilégié. Ça nous permet de faire la transition là, quand on a parlé de passeport. On avait parlé du passeport le plus puissant, on en avait parlé, c'est quel passeport encore? Voilà, le passeport singapourien, on en avait parlé, qui maintenant tame le pion au passeport japonais, d'accord? Donc tout ça, il y a également les cadres supérieurs, ce qu'on appelle les migrants qualifiés, d'accord? Les migrants hautement qualifiés même. De plus en plus, il y a le terme de migrants qualifiés, mais de migrants aussi hautement qualifiés. D'accord? Donc, c'est les cadres supérieurs, les chefs d'entreprise. À côté de ça aussi, il y a ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires, ceux qui travaillent dans les Nations Unies. C'est des migrants, hein? C'est qui viennent pour des migrations de travail dans des pays donnés. Mais on ne les appelle pas migrants. D'accord? On les appelle des hauts fonctionnaires internationaux, tout simplement. D'accord? Donc, c'est des migrations privilégiées. Et ça, c'est du fait, surtout de la mondialisation migratoire, qui a fait émerger ces catégories-là de migrants, de personnes qui sont des migrants, mais du fait de leur statut hautement qualifié, on ne les adresse pas le terme de migrants. D'accord? Voilà. Et de plus en plus, on voit émerger aussi ce qu'on appelle la notion de privilège migratoire. C'est ce que je disais tantôt, c'est des gens qui sont privilégiés. Donc, dans le jargon de la migration, on appelle aujourd'hui des gens qui bénéficient de privilégiés migratoires, tout simplement parce qu'ils ont en possession un passeport, vraiment, qui leur ouvre des portes, par exemple, qui leur ouvre plus d'une centaine de pays où ils peuvent se rendre sans pour autant demander un visa. Donc, c'est des migrants qui bénéficient, des personnes qui bénéficient de ce qu'on appelle le privilège migratoire. À côté de ça, il y a des migrations empêchées, d'accord? Ce qu'on appelle vraiment les migrants aujourd'hui, ce n'est pas ces hauts fonctionnaires-là, ni ces expatriés, ni ces backpackers. C'est ces gens-là, d'accord, qui viennent parfois pour une migration irrégulière, d'accord, qui passent par les routes dangereuses pour atteindre leur destination. C'est ça qu'on appelle les migrants. C'est une connotation politique qui est donnée et malheureusement, de plus en plus, les chercheurs, d'accord, que nous sommes, hein, on est tous embarqués dans cette histoire,
on parle d'expatriés, on parle de backpackers, on parle de migrants privilégiés, on parle de cadres, on parle de hauts fonctionnaires, alors que tout ce beau monde-là, c'est juste des migrants. Mais la connotation politique veut que le migrant, on l'applique à celui qui vient d'un pays pauvre, d'accord, comme le nôtre. Bon, quoique, moi je ne suis pas d'accord qu'on soit pauvre, hein, mais voilà, c'est comme ça, hein, la classification venant de l'autre côté. D'accord? En général, c'est des connotations qu'on donne à celui qui quitte un pays pauvre, qui vient pour une migration économique. D'accord? Donc, c'est une connotation qu'on donne à des groupes, à un ensemble d'individus qui sont issus de pays, de territoires pauvres. Donc, la rhétorique de la masse, de l'urgence, il faut les prendre en charge, il faut les mettre dans des camps de rétention, il faut vraiment les faire des dynamiques de rapatriement. D'accord? Donc, c'est tous ces gens-là, tout ce beau monde-là qui subissent ces genres de prérogatives et de politiques publiques. Donc j'en termine. Là, j'ai pris vraiment le temps de revenir sur le cours passé. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus. D'accord? Donc, un dernier élément du cours qu'on avait vu la fois dernière, c'est vraiment de plus en plus ce qu'on appelle la multiplication des barrières. D'accord? Pourquoi multiplication des barrières? Quand on parle que de plus en plus, il y a ce qu'on appelle une multiplication des barrières. Où est-ce qu'on trouve les barrières? Oui? Oui, il y a une barrière. Mais est-ce que c'est juste une barrière quand même à la frontière du Mexique avec les États-Unis? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a concrètement à la frontière mexicaine avec les États-Unis? Il y a un mur, hein? D'accord? Il y a un mur qui est construit. D'accord? Après, on peut l'appeler barrière, hein, mais c'est vraiment un mur qui a été érigé. On va le voir tout à l'heure. Donc, de plus en plus, depuis les années 90, d'accord, jusqu'à aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la multiplication des barrières et des contraintes. Et c'est dû à cette mondialisation-là. D'accord? Parce qu'on assiste à ce qu'on appelle un durcissement des conditions d'obtention des visas, ça on l'a dit, de plus en plus. Essayez juste de vous rendre en France, vous voyez que c'est galère et c'est difficile. D'accord? On vous demande des pléthores de papiers, d'accord? Ou tout simplement, quand vous avez tout donné, du fait des quotas, on vous accorde tout simplement pas le visa. Vous ne comprenez pas, et pourtant on encaisse vos sous. D'accord? Donc ça, on le fait pour 1000 personnes. Imaginez la manne financière que ça génère au niveau de ces consulats-là. Donc il y a toute une économie du passage, on va le voir, que les gens ne prennent pas en considération, mais qui profitent au pays d'accueil, au sein des pays même d'origine. D'accord? Les gens mettent en place des politiques qui leur bénéficient. Par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, je ne sais plus combien s'élève le visa, hein, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on ne vous rembourse pas. Et à l'issue de ça, on garde les sous. Par exemple, s'il y a 1000 personnes, par exemple, qui demandent en une semaine le visa et qu'on leur refuse du fait des quotas, imaginez la manne financière qui se génère dans ces consulats-là, au niveau de ces ambassades-là. Donc, il y a toute une économie du passage, sans compter les frais de timbre, les frais également de titre de séjour. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, le titre de séjour, il était jusqu'à 200 et quelques euros. D'accord? Pour, par exemple, des visas de long séjour en France. Après, ce n'était pas le visa étudiant, parce que le visa étudiant, je pense qu'on était vers les 89 euros, si je ne me trompe pas. Mais pour les visas de résidence, on était jusqu'à 200 et quelques euros. Donc, vous imaginez combien de migrants sur le territoire français qui payent cette somme-là à destination de ces pays-là. Donc, il y a toute une économie du passage souterraine que les gens ne mettent pas en œuvre, qui profitent vraiment à ces pays d'origine-là. Et c'est ça, c'est dû aussi à la mondialisation migratoire. Ça, on y reviendra. Mais pour l'heure, on parle de multiplication des barrières, d'externalisation des frontières. Pourquoi on parle d'externalisation des frontières? Et ça, le mot-là, c'est important de le retenir. Pourquoi externalisation des frontières? Tout simplement parce que de plus en plus, les frontières européennes sont venues jusqu'en Afrique. Ça, je l'ai dit la fois dernière. Et qui peut me donner un exemple?
Oui. La frontière du Niger. Oui, oui. Oui, de plus en plus, pour passer la frontière du Niger, parce qu'il y a le Frontex. Le Frontex, c'est l'agence qui gère tout ce qui est surveillance des côtes, mais également des frontières, d'accord, pour l'Union européenne. C'est cette agence-là qu'on appelle Frontex, d'accord. C'est l'agence vraiment européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Donc, cette agence-là est mise en place depuis 2005, d'accord. Donc, cette agence est en connivence, je ne dirais pas en connivence, le terme est péjoratif, mais il est en collaboration, on va dire, avec les États pour essayer de filtrer les migrants avant qu'ils n'arrivent même en Europe. C'est ça qu'on appelle l'externalisation des frontières. C'est pour cela qu'il y a des accords qui ont été passés avec le Maroc, le Niger, l'Algérie et la Libye, mais depuis l'éclatement de la guerre, donc c'est plus valable, en 2011, donc les accords ont sauté. C'est la jungle libyenne, donc c'est plus possible. Maintenant, l'externalisation des frontières se trouve vraiment en Algérie, au Niger. Au Niger, ça a sauté aussi parce que vous avez compris l'histoire du Niger avec la France. Maintenant, la France a perdu le pied au Niger. Il y a eu un coup d'État qui s'est passé. Les accords ont sauté. Donc le Niger n'en fait plus partie. L'externalisation des frontières, maintenant, c'est avec le Maroc qui joue le rôle vraiment de celui qui gère la migration. Et en échange, l'Union européenne lui donne beaucoup d'argent pour pouvoir filtrer les migrants à la frontière marocaine pour qu'ils n'accèdent pas à Ceuta et à Melilla. Ceuta et Melilla, en fait, c'est la frontière, c'est une frontière européenne, hein, c'est une frontière espagnole qui se trouve où? Vous avez entendu parler de Ceuta et Melilla? Non? Jamais? Jamais. Oui? Se trouve au Maroc. Donc c'est des îles qui appartiennent à l'Espagne et qui se trouvent vraiment au Maroc, dans les territoires marocains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va le voir tout à l'heure. C'est dommage qu'on ne puisse pas, vraiment que vous ne puissiez pas matérialiser ce qui se passe parce que j'ai mis 3 vidéos qui vont vous permettre vraiment de voir ce qui se passe dans ces frontières-là. Donc, mais on va essayer de rattraper le coup la prochaine fois. Donc tout ça pour dire que il y a cette externalisation des frontières, c'est-à-dire on essaie de mettre des barrières, des murs à l'échelle africaine pour empêcher aux migrants, même avant d'arriver en Europe, de rester dans ces frontières-là. C'est ça qu'on appelle l'externalisation des frontières. D'accord? Oui? Des pays ça concerne les pays du G5 Sahel, c'est qui? Oui, le Mali, la Mauritanie, le Niger, on dit le Niger, le Tchad. Oui, cette externalisation des frontières, ça concerne tout ce qui est route migratoire. Ça concerne le Mali. En fait, il faut comprendre que la migration est une géopolitique. D'accord? Il y a une diplomatie de la migration. Maintenant, si les accords de coopération sautent, les accords aussi dans le champ de la migration sautent. C'est ce qui s'est passé avec le Mali. Le Mali n'est plus en bon terme avec la France, vous le savez. D'accord? Donc le Mali a presque chassé, d'accord, la diplomatie française du Mali. Ça, vous le savez, avec la guerre au Mali. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au Niger aussi? Le Niger, en 2015, il a reçu beaucoup de sous de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle les fameux trust funds. Les trust funds, c'est les fonds de l'Union européenne destinés vraiment à filtrer les migrants. C'est à hauteur de milliards. C'est ce que le président de l'ONG Horizon Frontières, je ne sais pas si j'ai oublié son nom, il avait mentionné ça et ça lui a valu d'être emprisonné jusqu'à ce qu'il ait son diabète, donc par Macky Sall. D'accord? Donc ça, c'est une petite histoire, un aparté. Donc tout ça pour dire que c'est des fonds qui ont été déployés par l'Union européenne, donnés par des pays pour qu'ils jouent le jeu de la frontiérisation, de l'externalisation des frontières. Le Tchad n'en faisait pas partie. D'accord? Donc c'est le Burkina, mais aussi du fait du contexte politique du Burkina,
la France n'est plus la bienvenue au Burkina. Donc ça a sauté aussi. D'accord? Donc qu'est-ce qui nous reste? C'est vraiment le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Tunisie, l'Algérie, mais aussi le Sénégal. Le Sénégal a signé ces fameux accords avec l'Espagne pour l'externalisation des frontières. C'est pour cela que vous voyez maintenant, dans nos côtes, dès qu'il y a des pirogues qui essayent de traverser, il y a ce qu'on appelle l'agence, le Frontex qui intervient et qui criminalise la migration. Maintenant, la migration irrégulière a un caractère de criminalité. Si vous essayez d'aller au-delà des eaux vraiment ouest-africaines, vous êtes incriminé, passible d'amendement, d'accord? Passible d'emprisonnement même. C'est ce qu'on appelle le fameux criminalisation de la migration. Le Sénégal joue le jeu actuellement, ça il faut le savoir. On est en accord aussi bien avec la France, on est en accord surtout avec l'Espagne, dans cette dynamique d'externalisation des frontières. Les frontières européennes maintenant, c'est au niveau du Sénégal. D'accord? Ça, il faut le voir. C'est aussi le cas en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Parce que maintenant, ils nous filtrent. C'est surtout l'externalisation. C'est pour cela que je vous dis que c'est un mot très très important à retenir. Parce que c'est via des accords que les deux pays mettent en place pour essayer d'endiguer la migration avant que les gens n'atteignent les frontières européennes. D'accord? Donc, tout ça pour dire que les accords de coopération, d'accord, qu'elles soient multilatéraux ou bilatéraux entre les pays, ça dépend du climat aussi sociopolitique de ces pays-là. S'ils sont en bon terme, par exemple le Sénégal, il est en bon terme avec l'essentiel des pays européens. Donc on a reçu beaucoup d'argent pour essayer de filtrer les migrants avant qu'ils ne partent via les pirogues. Donc ça c'est un débat monstre, on ne rentrera pas là-dessus. C'est juste pour dire qu'il y a l'effet de la sécurisation des frontières et le Sénégal a joué le jeu depuis les années 2015. D'accord? Avec des accords avec l'Espagne, dans la criminalisation. Il y a beaucoup de migrants aujourd'hui beaucoup de passeurs qui sont emprisonnés du fait d'avoir mené ces bateaux-là à terme. Soit ils sont emprisonnés de l'autre côté, soit on les retourne expatriés ici, on les rapatrie ici et on les emprisonne directement à Camp Pénal. Il y en a beaucoup. Donc, si je reviens à notre sujet, c'est juste pour dire que de plus en plus, on assiste à cette multiplication des barrières et des contraintes. Bon, ça, je vous fournirai cette carte-là. Donc, cette carte-là, elle n'est pas claire ici, malheureusement. Mais c'est juste pour dire que l'Europe est aujourd'hui le deuxième continent après l'Asie à compter le plus de murs. Ça, c'est des murs qui sont construits frontaliers pour essayer d'endiguer toujours la migration. Pour essayer d'endiguer la migration, il y a des stratégies d'externalisation des frontières, on l'a dit, d'accord, avec beaucoup de pays. Mais il y a également la stratégie de construction des murs. À l'échelle de l'Afrique, on n'a pas construit des murs. On a signé des accords, d'accord, avec le Frontex pour contrôler nos eaux, d'accord. Mais avec d'autres pays européens qui sont hors de l'Union européenne, on a construit carrément des murs, d'accord. Par exemple, on a construit 235 km de murs entre la Bulgarie et la Turquie. 235 km de murs. Des murs qui sont très hauts, parfois de 5 mètres, 6 mètres, d'accord, qui sont construits. Et ça, il y a une vidéo qui le montre, comme ça, vous voyez directement le mur qui a été construit avec des barbelés, des ficelés, mais également comment on les appelle, des trucs électriques, pour électrochoquer, par exemple, une personne qui s'approche directement du mur. Il y a des radars également. Il y a 235 km de murs qui sont construits entre la Bulgarie et la Turquie. Il y a également 158 km entre la Hongrie et la Serbie. D'accord? La Hongrie qui fait partie de l'Union européenne et la Serbie qui est out. D'accord? Entre la Bulgarie qui fait partie de l'Union européenne et la Turquie qui ne fait pas partie. Donc, entre des pays de l'Est, d'accord, mais des pays de l'Est, mais des pays avec des pays de l'Est, mais différents des pays qui font partie de l'Union européenne, mais qui sont des pays de l'Est, mais qui font partie de l'Union européenne, pour les séparer, pour éviter que les gens rentrent. Ils ont construit des murs avec des gardes qui sont là-bas pour empêcher que les migrants rentrent en Europe carrément. D'accord? Et ça, c'est dû vraiment à l'intensification des flux migratoires qui sont dus à plusieurs facteurs. On a parlé des conflits. Par exemple, le conflit le plus patent à l'origine vraiment de la construction de ces murs-là, c'est quel conflit? C'est quel conflit qui a été à l'origine de ça? Une ruée importante de migrants
vers l'Europe. C'était quel conflit avec l'Allemagne? Non mais là c'est récent, hein? C'est en 2015 là, avec le conflit syrien. D'accord? Mais ce qui s'est passé également au Pakistan, ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, en Iran. Donc tout ça a fait un lot de migrants enrués vraiment vers l'Europe. Et c'est à cause de ça, ils passent par la Biélorussie, on l'a vu. Il y a une vidéo qui parle de ça. Donc ils passent par la Biélorussie pour entrer directement en Europe. Et pour lutter contre cela, ils ont mis carrément des murs. Donc entre la Hongrie et la Serbie, 200 km de murs aussi entre la Lettonie et la Russie. Donc ça, les murs sont matérialisés sur la carte. Mais là, comme elle n'est pas visible, vous ne la voyez pas, je vais vous donner à votre camarade. Il y a également un mur entre la Hongrie et la Croatie. Donc c'est juste pour dire que il y a la stratégie de l'externalisation, là la stratégie de construction des murs. Mais il y a une autre stratégie. Donc ça, c'est des exemples de murs hein, et leurs conséquences. Par exemple, là, à la frontière hongroise, donc il y a un mur qui a été construit entre la frontière, entre la Pologne et la Hongrie. Donc ils ont construit un mur de 235 km, d'accord, ou plus. Donc 235 km, c'est entre la Hongrie et la Pologne. Donc ils ont construit un mur carrément. Donc ce mur avec des barbelés, des ficelés, vraiment avec de l'électrochoc pour quelqu'un qui s'y approche, avec des radars, des détecteurs. Donc si quelqu'un s'approche, automatiquement les gardes frontières viennent vous cueillir, vous renvoyer, vous rapatrier, ou bien ils utilisent même de l'eau chaude. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette frontière-là, et il y a beaucoup de morts qu'on ne nous enseigne pas. C'est pour dire la dangerosité de plus en plus de ces frontières-là, des frontières dangereuses, qui sont beaucoup plus dangereuses même que les routes migratoires africaines. Voilà, en passant par la Libye, etc., où on meurt dans le désert. Hein. Des fois, les gardes-côtes marocains vous prennent, ils vous jettent au niveau du désert marocain. Dans les oasis, vous mourrez là-bas et ils vous laissent là-bas tranquillement. C'est le cas aussi du Niger. Comme le Niger, c'est un pays très très grand, où il y a beaucoup de désert, on vous laisse, les pick-up vous laissent parfois vous débrouiller dans le désert, vous mourrez, il n'y a aucun problème. Et tout ça, on n'en parle pas. Dans la dangerosité, dans la mondialisation migratoire, il y a des contraintes, d'accord, qui se posent aujourd'hui, mais on n'en parle pas, d'accord. Tout ça pour dire que, par exemple, si on prend l'exemple de la frontière hongroise avec la Pologne, il y a des déplacements de nombreuses arrivées vers la Slovénie et la Croatie. Donc ça, il y a une vidéo qui le montre. Il y a également un mur qui est bâti par la Macédoine. Donc là, il faut savoir où se trouve la Macédoine déjà pour voir le mur. Donc c'est dommage que je ne puisse pas le matérialiser. Mais si vous voyez la Grèce, donc la fois dernière, j'ai parlé du Dublin, des accords de Dublin. C'est quoi? On en avait parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a parlé des Dublinés. Ce n'est pas cette séance-là, mais l'autre. Quand je parlais des réfugiés, j'ai parlé des accords de Dublin. C'est quoi des accords de Dublin? J'en avais parlé, parce que c'est important de comprendre ça. Parce que ça permet d'analyser tous les facteurs et les acteurs maintenant qui se trouvent au niveau de l'Union européenne pour comprendre la stratégie. Les accords de Dublin. Vous vous souvenez? J'avais parlé qu'en réalité, au sein de l'Union européenne, ils ont mis en place des accords. Par exemple, le premier pays qui a accueilli les réfugiés, c'est ce pays-là qui doit traiter sa demande. On en avait parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça revient. D'accord? Donc, c'est le premier pays qui accueille le migrant, le réfugié qui gère sa demande. Donc, quand le réfugié quitte ce pays-là pour aller faire une demande dans un autre pays, ce n'est pas accepté. C'est ça qu'on appelle les accords de Dublin. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les migrants qui sont dublinés, c'est-à-dire ceux qui essaient de faire la demande dans plusieurs pays, mais qui ne marchent pas. Donc, comme il y a beaucoup de pays à la frontière de l'Union européenne, comme la Hongrie, d'accord?
comme des pays comme la Lituanie, comme la Grèce, qui vraiment couvrent l'Europe, même l'Italie, de long en large. Donc la majeure partie des réfugiés qui viennent, comme c'est les accords de Dublin, ils arrivent dans ces pays-là pour demander. C'est les premiers pays auxquels ils résident, ils acceptent, ils peuvent faire la demande là-bas. D'accord? Donc en général, c'est des pays comme la Grèce, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie. Mais ces pays-là, qu'est-ce qui se passe? Comme ils n'ont pas les moyens, d'accord? En général, ils n'acceptent pas ou bien ils traitent mal la demande. C'est pour cela que beaucoup de migrants se trouvent, les réfugiés se trouvent comment? Les demandeurs d'asile. Quand ils n'obtiennent pas l'asile, on les appelle comment? Voilà. Beaucoup de réfugiés se trouvent, beaucoup de demandeurs d'asile se trouvent déboutés de l'asile. D'accord, dans ces pays-là. Parce qu'ils ne peuvent pas accéder, par exemple, à des pays comme la France, l'Angleterre, etc., l'Allemagne, où ils peuvent demander, où ces pays-là respectent mieux les droits. Mais c'est fait exprès, hein. Ils ont fait exprès les accords de Dublin comme ça. Mais du fait de la pression de la société civile, mais également des organismes internationaux, ils ont changé les accords. Il y a eu Dublin 1 depuis 90, où c'était ça, d'accord? Le premier pays, il y a eu Dublin 2, d'accord, je pense vers les années 2003, d'accord. Il y a eu également Dublin 3 pour essayer de dire que finalement, on va rajouter d'autres facteurs qui vont permettre aux gens, s'ils n'arrivent pas à obtenir l'asile dans le premier pays, au moins s'ils ont des liens familiaux dans d'autres pays, ils peuvent faire la demande là-bas. C'est ça le Dublin 3. Mais même le Dublin 3, il est contesté. Et c'est récemment, le 10 juin là, 2024, qu'ils ont décidé de la solidarité face au Dublin. La solidarité, c'est quoi? La solidarité migratoire dont parle l'Union européenne aujourd'hui. Ils disent que maintenant, si un pays, par exemple, ces pays-là, Hongrie, Grèce, etc., ils ont beaucoup de réfugiés de demande, ils ont la possibilité de demander à la France, par exemple, de les aider, de prendre, par exemple, quelques réfugiés, voilà, pour les aider. D'accord? Ça, c'est la solidarité migratoire qu'ils ont élaborée. Et si la France, aujourd'hui, refuse de faire ça, ils payent une pénalité à la Grèce. Je pense, de 30 000 €, je pense, par demandeur d'asile. Donc, c'est ça la pénalité. Donc, du coup, les pays sont dans l'obligation, parfois, d'accepter de prendre des surplus de migrants d'autres pays, des surplus de demandeurs d'asile pour essayer de traiter leurs demandes. D'accord? C'est aujourd'hui la réalité qui se passe en Europe. La France avait refusé de faire ça. Donc, il a payé des pénalités à la Grèce. Il préfère payer des pénalités que d'accueillir les réfugiés sur son sol. Donc, de plus en plus, il y a ces réalités-là qui se posent à la migration d'aujourd'hui dans ces pays. Donc, c'est pour cela que c'est important de comprendre les enjeux. La migration, ce n'est pas seulement le fait de se déplacer d'un pays à un autre. Il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux de développement. Et il y a une complexité là que vous commencez de plus en plus à détecter. Vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. D'accord? Donc ça, c'est ça les accords de Dublin. Les accords de Dublin ont évolué depuis les années 90 et aujourd'hui, un migrant a la possibilité de demander l'asile dans un autre pays, mais il faut des justifications, par exemple liées, il faut qu'il soit aussi qualifié, d'accord? Il faut parfois qu'il ait même un diplôme de ce pays-là, des choses inimaginables. Vraiment, il faut qu'il ait un diplôme de ce pays-là. Comment tu peux demander l'asile? Tu viens de la Syrie, tu as un diplôme de la France. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est des cas quasi impossibles. Et ils ont ce qu'on appelle un fichier qui s'appelle Eurodac. Donc ce fichier-là, il permet de vérifier si la personne a fait la demande dans un autre pays avant de venir faire la demande. C'est un fichier à l'échelle de l'Union européenne. Donc ça s'appelle Eurodac. Donc ce fichier-là permet de vérifier si vraiment le migrant n'a pas fait une autre demande avant de venir. Donc tout est comment on appelle ça? Biométrisé. D'accord? C'est le truc biométrique. Partout, on est tracé. Ils ont des données partout. Donc personne ne peut échapper. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, est-ce que vous avez compris un peu ce que je raconte? Ça va? Vous ne vous perdez pas trop? Je ne vous ai pas perdu? Bon. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc ça, j'ai donné des exemples de murs.
Ensuite, ça c'est une vidéo malheureusement qu'on ne peut pas regarder. La frontière Maroc-Espagne, qui est l'impasse meurtrière. Donc là, vous avez des témoignages de migrants qui nous disent ce qu'ils subissent au niveau de la frontière. Là, c'est une carte. Donc les cartes ne sont pas visibles malheureusement. Vous arrivez à voir ou pas? Non, pas vraiment. Donc la première carte, c'est les routes de la migration irrégulière vers l'Europe. Donc si vous voyez, il y a différentes entrées de la route migratoire irrégulière vers l'Europe. Vous avez par les Canaries. Donc les Canaries, c'est vraiment l'entrée de c'est les îles Canaries de l'Espagne. Donc il y a beaucoup de migrants qui passent par là, venant surtout du Sénégal, du Maroc, de la Mauritanie. Ils passent par les Canaries la plupart du temps. Il y a également par la Méditerranée occidentale. Donc c'est des gens qui viennent de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, mais également de l'Algérie. L'essentiel des gens, ils passent par Ceuta et Melilla. C'est les deux enclaves qui se trouvent au Maroc. Ils sont à la frontière espagnole. Il y a également la Méditerranée centrale, d'accord? Donc ils passent par Lampedusa, c'est-à-dire Lampedusa, c'est une île qui se trouve en Italie. Donc il y a beaucoup de gens, au lieu de passer par l'Algérie, ils passent par la Libye pour aller à Lampedusa. D'accord? Parce que la Libye, elle est plus proche de la côte d'Italie. D'accord? C'est des entrées aussi. Il y en a aussi qui passent vers l'Europe de l'Est, comme je l'ai dit, hein, avec la guerre en Syrie. Donc ils passent par des frontières. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les murs ne sont pas construits, parce que c'est des grandes frontières. En général, le mur du moins est construit juste sur le milieu de la frontière, donc en laissant des trous de part et d'autre. Donc les migrants profitent de ces poches-là pour rentrer. Parfois, ils ont des barbelés, c'est des terrains parfois minés, mais ils passent quand même par là au péril de leur vie. Donc ça, c'est une carte que je penserai à votre camarade. Ça, c'est pareil. Maintenant, donc j'arrive à un terme quand même assez important de l'étude, donc de notre complexification. On a relevé ce qu'on appelle la multiplication des routes migratoires. On en a parlé, d'accord? Des routes meurtrières et dangereuses. On en a parlé par les routes transsahariennes, d'accord, à l'échelle de l'Afrique, mais également par la mer Méditerranée. Les gens passent par la mer Méditerranée, mais également par les routes de l'Europe de l'Est, avec la construction des murs. On a également abordé la question de la multiplication des espaces contraignants, d'accord? Et ça, on va y revenir par des centres de rétention, des centres d'aide, d'accord, des jungles. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans beaucoup de frontières, ce qui se passe, c'est que quand les migrants n'arrivent pas à passer et qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans les frontières, quand on met des murs, parce que le migrant, il fuit la guerre, d'accord? Par exemple, les Syriens, ils ont fui la guerre pour venir jusqu'en Europe, d'accord? Comme ils viennent jusqu'à la frontière, ils ne peuvent pas passer, qu'est-ce qui se passe pour eux? Parce qu'ils ne peuvent pas retourner en Syrie, ça c'est sûr. Ils ont fait toute la route pour venir, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font, d'après vous? Ils ne peuvent pas passer, ils restent à la frontière. Mais comment fait, par exemple, les pays qui les accueillent? Parce que, par exemple, si un migrant vient jusqu'à la Hongrie, donc c'est la frontière entre la Turquie et la Hongrie, ils essayent de passer la frontière, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Qu'est-ce qu'ils font réellement? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils retournent chez eux? Ben, qu'est-ce qu'ils font alors? Oui? Ils s'installent comment? Oui? Dans les abris? Oui? Il y a deux solutions. Soit l'État décide de les prendre en charge, ils disent, vous n'entrez pas dans le pays, mais on vous construit des camps. D'accord? Il y a beaucoup de pays qui font ça.
Vous ne rentrez pas dans le pays, mais on vous construit des camps. C'est ce que fait l'Espagne. Aux États-Unis aussi, c'est pareil. D'accord? Quand vous entrez automatiquement aux États-Unis, avant d'accéder aux États, ils mettent en place des centres de rétention. C'est comme des prisons. Soit c'est des centres de rétention, soit c'est des camps. Les camps, en général, sont construits par les migrants eux-mêmes, alors que les centres de rétention sont construits par les États. D'accord? C'est ça la différence. Par exemple, si on prend l'exemple de la Grèce, aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants qui arrivent en Europe de l'Est, qui passent par la Biélorussie pour arriver à la Grèce. Mais la Grèce ne les laisse pas rentrer. Il y a beaucoup de camps de rétention, de camps qui sont construits par les migrants eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du camp Lesbos. Lesbos, c'était le plus grand camp de migrants venant d'Europe, venant d'Asie, mais également venant d'Afrique. C'était un camp vraiment où il y avait de l'insalubrité, du banditisme, etc. Parce qu'il y a beaucoup où vraiment les femmes subissaient toutes les sévices, les femmes qui venaient d'Afrique centrale, hein, mais également d'Afrique de l'Ouest, les Nigérianes, les Ivoiriennes. C'est rare d'y voir des Congolaises pour y avoir été. Donc, mais c'est des camps, par exemple, de fortune qui sont construits par les migrants eux-mêmes pour attendre de passer la frontière. Il y a beaucoup de camps comme ça. Il y a ce qu'on appelle les camps de rétention, c'est différent, qui sont construits par les États. Par exemple, si vous allez à Ceuta et Melilla, en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un assaut de migrants. Beaucoup de migrants ont attendu vraiment la nuit pour essayer de passer les barbelés. Ils ont réussi parce qu'ils ont fait l'assaut. Je pense que c'était presque à hauteur de, je ne sais pas, c'est 6 000 migrants qui sont venus pour faire l'assaut au niveau du mur. Ils ont réussi en 2005. Ils ont réussi à passer les barbelés. Il y en a qui ont eu des corps déchiquetés, etc. Mais ils sont passés les 8 mètres. D'accord? Ils ont réussi à passer. Quand ils ont réussi à passer, ils ont été accueillis dans les camps de rétention. Parce que c'est construit par l'État espagnol. C'est la même chose si, par exemple, des migrants quittent ici en pirogue, ce qu'on appelle les cayucos et les pateras. Donc, ils prennent les pirogues. Quand ils arrivent en Espagne, ils sont pris en charge par la Croix-Rouge et automatiquement, s'ils ne sont pas rapatriés, c'est pour cela que beaucoup de migrants font disparaître leur passeport, parce que s'ils voient que vous êtes sénégalais, du fait des accords que le Sénégal a signés avec l'Espagne, ils ont la possibilité de vous rapatrier. Mais si vous perdez votre passeport, ils ne peuvent pas vous rapatrier. Donc c'est pour cela que beaucoup de migrants qui partent en pirogue, ils n'ont aucun papier sur eux, parce qu'ils savent qu'une fois arrivés, ils peuvent être rapatriés. D'accord? Donc quand ils arrivent en Espagne, la Croix-Rouge les prend en charge. Et quand la Croix-Rouge les prend en charge, ils les amènent dans des camps de rétention qui ont été construits. Vous restez 40 jours presque dans des camps de rétention qui sont des sortes de prisons. Hein. C'est des prisons carrément. D'accord? Vous restez là-bas. Après, on vous dit, est-ce que vous avez un parent en Espagne? Vous dites oui. On vous dit dans quelle ville? Vous donnez la ville. Après, on vous donne 50 € pour que vous puissiez prendre un train. Ou bien on vous donne le transport du train, plus 50 €. Comme ça, vous allez rejoindre votre parent. Il y a beaucoup de migrants aujourd'hui sénégalais qui sont passés par les voies irrégulières, qui ont atteint l'Espagne comme ça. Donc, il y a des camps de rétention qui sont construits par il y a des camps de fortune. D'accord? Les centres de rétention sont différents des camps construits par les migrants. Est-ce que vous avez des questions? Ensuite, il y a également de plus en plus ce qu'on appelle la criminalisation des circuits migratoires. Qu'est-ce qu'on entend par criminalisation? Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi on criminalise les circuits migratoires maintenant? Pourquoi on criminalise? Criminaliser, ça veut dire que vraiment ce que vous avez commis, c'est une violation de la loi. De plus en plus, les migrants en situation irrégulière sont criminalisés. Pourquoi? Pourquoi? D'après vous, pourquoi ils sont criminalisés? Qui peut donner un exemple de criminalisation? On en a parlé tout à l'heure. Par exemple, si on vous attrape, vous
vous êtes, on va dire, un pêcheur. Vous connaissez bien la mer, d'accord? Vous prenez votre pirogue, vous décidez d'amener des gens. Voilà, moyennant, on va dire, 1 million chacun. 1 million, par exemple, sur 30 personnes, ou bien 50 personnes, ou bien 60 personnes, ça fait presque 60 millions. D'accord? Vous décidez de partir avec eux. Dans une pirogue, vous les amenez. On vous cueille, par exemple, sur les eaux du Sénégal. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Vous risquez. Vous risquez d'être emprisonné. Quand on vous cueille avec des migrants, que vous êtes un passeur. C'est ce qu'on appelle les passeurs. C'est des gens qui aident les gens à aller dans les routes. Oui? Qu'est-ce qu'on vous fait quand on vous prend? On intercepte par exemple une pirogue en partance de l'Espagne. Il y a un conducteur, il y a les migrants. Qu'est-ce qu'on vous fait? On vous arrête, on vous emprisonne. Est-ce que vous connaissez des gens qu'on a emprisonnés parce qu'ils prennent des pirogues? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé ici? Non, je rigole. Vous n'oserez pas. Non, il ne faut jamais faire ça. Ça ne vaut pas le coup. Non, non, ça ne vaut pas le coup. Avec tout ce qui se passe maintenant de l'autre côté, je ne sais pas si vous êtes au courant actuellement ce qui se passe en France. Vous êtes au courant? On va en parler tout à l'heure. Donc il y a une criminalisation, mais on ne criminalise pas les migrants, mais les passeurs. D'accord? Les gens qui mènent les bateaux. Celui-ci est passible d'emprisonnement, de 10 ans d'emprisonnement, mais pas les gens qui ont payé. D'accord? La plupart des gens, par exemple, qui payent, on les emprisonne pas, mais on emprisonne celui qui a récupéré les sous pour les amener. Donc celui-là, on l'emprisonne. Il y a beaucoup de passeurs, il y a beaucoup de pêcheurs, surtout de Thiaroye Azur, qui ont été emprisonnés à cause de ça. De Fass Boye également. Il y a un étudiant l'année dernière qui a fait un mémoire là-dessus. D'accord? Donc ça, c'est une vidéo que j'avais. Il y a également un autre exemple, ce qu'on appelle les jungles. De plus en plus, vous avez 2 jungles, s'il vous plaît derrière. Donc, il y a ce qu'on appelle, à côté des camps de rétention, des centres de rétention, il y a ce qu'on appelle les jungles. D'accord? Il y a 2 jungles, vraiment des jungles, qui ont été vraiment construits par les flux migratoires. Il y a ce qu'on appelle le jungle du Darien, The Darien Gap, donc qui se trouve vraiment entre la frontière entre le Panama et la Colombie. Donc c'est dommage, vous avez une vidéo vraiment qui vous parle vraiment de cette jungle-là. Ça, il faudrait que vous le voyez, d'accord? Donc si vous prenez note comme ça, vous tapez même sur YouTube, vous verrez la vidéo. Donc il y a ce qu'on appelle également le jungle de Calais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à Calais. Où se trouve Calais? Calais. Vous n'avez jamais entendu parler de Calais? Oui? Où se trouve Calais? Oui? Très bien. Donc ça se trouve au nord de la France. C'est le Nord-Pas-de-Calais. D'accord? Il y a une jungle qui se trouve là. En fait, il y a beaucoup de migrants qui veulent partir en Angleterre. Donc, comme ils ne peuvent pas encore passer la Manche, ils ont construit un jungle. Un jungle, en fait, c'est des abris, des milliers d'abris. Je ne sais pas si j'ai la photo de la jungle de Calais. Voilà. Donc ça, c'est la jungle de Calais. Vous voyez la jungle, elle est là. C'est tout ça, la jungle de Calais. En fait, c'est des migrants qui viennent de partout dans le monde et qui veulent passer la Manche pour aller en Angleterre. Ils viennent de l'Éthiopie, ils viennent du Tchad, ils viennent du Soudan, ils viennent de la Syrie, de l'Afghanistan. C'est des choses à aller voir, c'est extraordinaire ce camp-là. D'accord? Donc, à côté, vous avez regardez bien, à côté, vous avez des abris de fortune, mais la mairie de Calais a décidé, parce que Calais, c'est vraiment à la frontière française, ils ont décidé de mettre des abris. Donc, il y a toute une économie. C'est tout un village, hein?
C'est des gens qui sont là, c'est des migrations d'attente. Ils sont là pour passer la frontière, pour attendre que, par exemple, des pick-up ou bien des bateaux, ou bien même des camions qui passent le tunnel de la Manche pour essayer de se glisser dans les camions pour passer. C'est pour cela, depuis le Brexit, c'est-à-dire la sortie de l'Angleterre vraiment de l'espace Schengen, depuis ça, ça a encore rendu difficile la jungle de Calais. Donc ça a rendu difficile. Donc dans cette jungle-là, il y a des gens qui vivent depuis des années dans ces jungles-là. Leurs familles n'ont plus de nouvelles. Il y a des Sénégalais, il y a des Maliens. Donc ils sont là à attendre pour passer de l'autre côté. Donc il y a tout ce qui se passe. Il y a des violations des droits, il y a des femmes qui sont séquestrées, il y a des trafics de drogue. Donc pour vous dire que la migration a un côté quand même assez dangereux. D'accord? Quand vous arrivez dans ces camps-là, vous ne connaissez pas au début. Mais quand vous y rentrez, vous ne sortez plus. D'accord? Donc il y a ce jungle-là, il y a un autre jungle qui est là, qui est un enfer, hein, vraiment. C'est ce qu'on appelle la jungle du Darien. Le Darien, en fait, c'est vraiment une forêt qu'on peut passer. Regardez la carte. Oh là là, j'arrive pas à vous montrer. Donc là, vous avez le Chili, le pays le plus long du monde. Après, vous avez le Pérou. Ensuite, vous avez l'Équateur, la Colombie. Donc, c'est entre la Colombie et le Panama. Là, tout juste, vous avez la jungle du Darien. En fait, il faut le passer pour pouvoir, c'est une forêt vierge où il y a les narcotrafiquants, les violeurs, il y a des animaux, il y a tout, mais les gens essaient de passer par là pour pouvoir, après, atteindre la frontière mexicaine. Donc, il y a des gens, même avec la vidéo, vous voyez même des gens qui viennent de Congo, de la République démocratique du Congo, des pères de famille qui ont été abandonnés en route. Donc, c'est 575 hectares dénudés de tout réseau, des serpents, des raisins, des gangs de criminels. Les gens passent par ces frontières-là pour atteindre vraiment les États-Unis. C'est vraiment la jungle du Darien. Attendez, je vais... Pour vous montrer un petit passage, peut-être que vous ne verrez pas le son, mais au moins que vous voyez comment ça se passe. Voilà, regardez juste, même si vous ne vous entendez pas, au moins vous regardez. Regardez à peu près, c'est cette forêt-là. Donc les gens, ils passent pour essayer de rejoindre le Panama. Il y a des femmes, vous voyez, des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, des Chinois, des Pakistanais, donc qui passent par là, des gens qui sont aidés. Donc avec c'est des jours de marche. Parfois c'est 2 semaines de marche pour pouvoir rejoindre, voilà. Donc ça, si vous tapez sur Internet, vous voyez le titre dans l'enfer de la jungle du Darien. Vous pouvez prendre le titre et regarder à la maison. D'accord? Donc là, vous voyez 2 exemples de jungle. Ensuite, donc à côté de cela, à côté des jungles, d'accord, à côté également des centres de rétention, à côté des camps qui sont construits par les migrants, donc là c'est des aspects très très importants de la mondialisation migratoire, il y a ce qu'on appelle l'industrie des passeurs et de la sécurité. De plus en plus, ce qu'on voit aujourd'hui avec la migration, c'est-à-dire la migration rapporte de l'argent. Il faut le savoir. Les États font semblant de dire on va freiner la migration, mais en même temps, ils gagnent sur la migration. Ça, c'est des enjeux financiers qu'il faut comprendre. Pourquoi? Là, je vous ai parlé tout à l'heure des ambassades. Ce qu'on appelle l'économie du passage. Les ambassades, aujourd'hui, ils ont une manne financière qui provient des demandes de visa. D'accord? Ça, c'est des bénéfices qu'ils tirent vraiment de la migration.
Il y a également les frais aéroportuaires. Par exemple, pour passer d'une frontière à l'autre, il faut payer. Donc tous ces petits paiements-là que les gens vraiment prennent sur les routes migratoires, c'est considérable. Ça, il ne faut pas le nier. Il y a également les centres de rétention. Les financements des centres de rétention, ça vient d'où? Par exemple, aujourd'hui, l'Union européenne finance pas mal de centres de rétention et c'est un business migratoire. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui se disent, mais tiens, moi je ne peux pas accueillir les migrants, il faut construire des centres. Et l'Union européenne débloque pas mal de budget pour aussi bien entretenir ces centres-là, mais aussi payer les agents qui s'occupent de ces centres-là. Donc il y a aussi beaucoup de communes, comme la commune de Calais, qui jouent dans ces registres-là pour dire, voilà, on a besoin de financement pour construire des centres, etc. C'est le cas du Maroc aujourd'hui. Le Maroc leur dit, moi je peux filtrer les migrants pour qu'ils ne viennent pas en Europe. Mais en échange, il faut que vous développez une véritable enveloppe financière, vraiment, pour que je puisse mettre les moyens sécuritaires pour que les gens n'entrent pas en Europe. C'est le cas également de la Turquie, qui fait du chantage aujourd'hui à l'Union européenne en lui disant, il faut vraiment, il lui a donné, je pense, je ne sais plus, c'est à hauteur de, pour ne pas dire des bêtises, je ne sais plus la somme, mais la Turquie a exigé il y a une année, il y a seulement une année, que l'Union européenne lui fournisse des fonds pour pouvoir vraiment filtrer les migrations qui viennent d'Asie. Tout ça pour dire qu'il y a un business. Il faut être conscient de ça, il y a un business migratoire, il y a toute une industrie de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, le financement de Frontex, qu'est-ce que Frontex d'ailleurs? Qu'est-ce que Frontex? Oui? C'est une agence, c'est l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes, qui a été construite en 2005. Le budget aujourd'hui qui est dédié à cette agence-là est parmi les postes de dépenses les plus importants, les postes de dépenses de l'Union européenne aujourd'hui. La migration. D'accord? L'agence fournit aujourd'hui, je ne sais plus le budget, c'est à hauteur de 1000 milliards presque, pour essayer d'endiguer le fait migratoire. Ça passe par ce qu'on appelle les trust funds, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des fonds de dotation qu'on donne au pays. Le Sénégal en a bénéficié et n'a rien fait, d'accord? Le Sénégal en a bénéficié pour endiguer le fait migratoire. Donc aujourd'hui, beaucoup d'États jouent sur ce registre-là en disant, attention, je vais ouvrir les frontières, et si vous ne me donnez pas l'argent, voilà. Donc l'Union européenne est en train de jouer la carte du business de la sécurité. C'est des choses qui existent, d'accord? Et c'est valable surtout avec les pays du Maghreb qui jouent le rôle de la gouvernance migratoire. Le Maroc s'est beaucoup enrichi avec la migration. Ça, c'est un fait au niveau des États. Il y a également au niveau des passeurs. Aujourd'hui, il y a toute une économie aussi du passage au niveau des passeurs. Il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis dans les communes de Thiaroye-sur-Mer, dans les communes de Fass-Boye, en amenant des gens à la migration. D'accord? Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais si vous allez, par exemple, au Niger, aujourd'hui, c'est plus d'actualité, mais avant, il y a toute une économie du passage au niveau d'Agadez. Les gens d'Agadez, en fait, ils s'étaient enrichis par la migration. Non seulement il y avait le développement de la ville qui accueillait les migrants par des hôtels, etc. Les gens, ils venaient payer, mais également les pick-up et les raquettes. Parce que les routes migratoires, sachez-le, il y a beaucoup de raquettes au cours de la migration. Voilà. Par exemple, si vous prenez les routes migratoires, arrivez dans un poste frontière, vous donnez de l'argent. C'est dommage qu'on a fait passer le film Frontières la fois dernière. J'ai vu aucun étudiant venir. Et pourtant, c'est passé au niveau du DIRCOM. C'est dommage. Parce que le film Frontières qu'on a diffusé au SIGAS, en fait, ça a montré vraiment les contraintes que les migrants vivent à la frontière ouest-africaine. Par exemple, quand vous traversez la frontière malienne, il faut donner de l'argent, d'accord, aux gardes frontières. Ils vous prennent tout vos argent, votre marchandise, etc. Vous prenez, vous passez, vous allez à la frontière burkinabé, on vous raquette encore, vous prenez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour montrer toute l'économie qui se développe dans ces postes frontières-là. Donc la migration est pourvoyeuse d'argent. D'accord? Ensuite, quand on parle également de construction des murs, par exemple, si vous prenez le mur entre les États-Unis et le Mexique, ça a coûté 6,4 millions de dollars par kilomètre. Le mur, d'accord? Plus 6,5
millions du moins de frais d'entretien sur 20 ans. Vous voyez les sommes colossales du moins, qui sont développées dans le champ de la migration. Toutes ces sommes-là, si on le mettait au service du développement des pays de départ, vous voyez qu'est-ce que ça ferait. Donc au lieu d'investir dans cette économie-là, c'est parce que ça rapporte. La migration est quelque chose qui rapporte. Ce n'est pas seulement le fait de quitter son pays encore une fois. Les pays y gagnent. Aujourd'hui, non seulement, si on prend l'exemple de la France, déjà il y a ce qu'on appelle le brain drain, c'est-à-dire les migrants qualifiés qui se rendent en France pour travailler là-bas. Parce qu'ils ont ouvert, maintenant on peut changer, on peut avoir le statut de chercheur, de cadre, ce qu'on appelle les titres de séjour cadre quand on travaille, par exemple dans des domaines de l'informatique, d'accord, mais également le domaine des technologies de l'information et de la communication. Déjà, la France gagne en termes de marché, en termes de matières grises, en termes de migrants qualifiés. Ensuite, imaginez tous les consulats français qui se trouvent à travers le monde. Tous les consulats. Les gens, ils vont chaque jour faire des demandes qui sont refusées. C'est combien d'argent? Vous savez la manne financière que ça génère? À côté des petits quotas qui sont attribués. Donc ça, c'est de 3. Il y a les accords aussi. Les accords qui se passent entre les États. D'accord? Et l'Union européenne développe une enveloppe importante de gestion des flux migratoires avec la France. Donc vous voyez toute la manne financière qui se développe quand on parle de migration. Donc ce n'est pas seulement des enjeux de il faut quitter le pays, aller là-bas, moi je voudrais sur. Non, ça va au-delà. Ça interroge tout un business des pays. Même pour construire les camps de rétention, la France demande beaucoup d'argent à l'Union européenne, l'Union européenne lui donne, mais il y a des communes aujourd'hui qui demandent beaucoup de fonds pour lutter contre la migration irrégulière. Donc il y a tout ça. Même au niveau des pays d'accueil, c'est pareil. Aujourd'hui, le Sénégal a reçu beaucoup d'argent pour pouvoir arrêter la migration irrégulière dans ces côtes-là. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. C'est juste un constat. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'argent qui se développe dans le champ de la migration et ça devient un business mondialisé. Donc, le troisième facteur qu'il faut retenir, c'est le business mondialisé, à travers les flux financiers qui se développent pour une économie du passage, mais également une économie de la sécurité. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Oui? Pardon? Oui? Oui. Qui quitte le Maroc? D'accord. Oui. Oui. Ben oui. Ben oui. Oui, mais parce que ça ne marche pas. En fait, ils essaient d'endiguer un flux qui ne marche pas. En fait, ça ne marche pas, cette sécurisation. C'est ça qu'il faut retenir. Ils ont beau mettre les gardes-frontières, mais aujourd'hui, le nombre de migrants qui sont partis par la voie maritime, et aujourd'hui, en 2024, on est plus de 40 000 migrants qui sont partis à l'échelle de toute l'Afrique. Donc ça veut dire que ça ne marche pas, leur externalisation. C'est des politiques qui ne marchent pas. Mais ça dissuade, les gens ils continuent, ça génère des flux financiers et les gens ils sont là-dedans. Donc ça ne marche pas. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de départs. Il n'y a jamais eu autant de départs qu'en 2023 et 2024. Et depuis la Covid-19, il n'y a jamais eu autant de départs. Et en ce moment-là, que les fonds dédiés au niveau du Frontex sont encore plus élevés en 2023-2024. C'est pour vous dire qu'on est en face à un phénomène, c'est comme arrêter la mer par les bras. Les gens, ils partiront toujours. Ils useront toujours de stratégies migratoires. Et c'est ça le potentiel qu'on accorde aux migrants aujourd'hui. Les migrants sont des stratèges. Moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai parlé de migrants stratèges et de migrants multisitués. Parce que j'en suis arrivée à la conclusion à dire que, quelles que soient les contraintes qui sont posées par les États, les gens finiront toujours par partir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens aujourd'hui qui payent presque 6 millions
6 millions pour passer la frontière avec le Nicaragua pour aller aux États-Unis. 6 millions quand même. D'accord? Il y a des gens aujourd'hui qui payent pour avoir, par exemple, des papiers français qui sont vraiment fausses, mais qui passent quand même par les frontières, même s'il y a l'Eurodac, même s'il y a la biométrie, mais ça passe quand même. Il y a des gens aujourd'hui qui organisent des festivals d'art, etc. Les gens, ils s'agrippent à ces festivals-là et partent en Europe. Donc, moi, je pense que le phénomène migratoire, il faut le prendre autrement. D'accord? Que le migrant, il est plus stratège. Les gens, plus on met des barrières, plus les gens usent de moyens pour pouvoir passer. Mais par contre, les moyens deviennent de plus en plus dangereux. Ça, il faut l'accepter. Aujourd'hui, la migration est devenue de plus en plus dangereuse parce que non seulement c'est un business mondialisé, mais non seulement il y a des trafiquants, il y a également des narcotrafiquants, il y a aussi l'économie des passeurs, parce que si vous passez par les routes transsahariennes, vous n'êtes pas à l'abri. Là, il y a un documentaire aussi que je voulais faire passer, mais c'est des petites coupures de 10 minutes. Donc, vous voyez des femmes, par exemple. Il y a une femme qui a quitté le Mali, qui est partie, mais qui a subi des viols jusqu'à avoir un enfant. Heureusement, c'est l'OIM, au niveau du Niger, qui l'a expatriée au Mali. Elle est rentrée au Mali aujourd'hui, mais elle a subi plein de choses. Donc, pour vous dire que la migration, elle est toujours là, elle existe, les gens useront toujours de moyens, mais elle est devenue de plus en plus dangereuse. Surtout la migration irrégulière. Ça, il faut faire le distinguo entre la migration régulière et celle irrégulière. Parce que la migration irrégulière, qu'on le dise ou pas, elle est devenue de plus en plus dangereuse. D'accord? Pour tous les facteurs dont je viens de parler, la criminalisation, l'externalisation, la construction des camps, la construction des barrières. Ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes oui. D'accord? On verra. Je vais rajouter 2 autres facteurs, après je vous laisse tranquille. Oui? Écoutez, s'il vous plaît, devant. Le trafic quoi? Est-ce que c'est à cause de la migration irrégulière? Peut-être que ça, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas d'exemple, mais on sait que le trafic d'organes a toujours existé. Mais je sais que les migrants sont à la merci aujourd'hui, parce que les routes deviennent de plus en plus dangereuses. Si les femmes subissent des viols dans le champ de la migration, dans les circuits migratoires, on peut bel et bien, par exemple, trafiquer leurs organes. Par exemple, aujourd'hui, on a vu de plus en plus qu'il y a les enfants qui s'émènent, les enfants qui empruntent les routes migratoires. Et ça, c'est dangereux. Parce que si vous allez dans les camps, là, pour aller dans la jungle de Calais, vous verrez qu'il y a beaucoup d'enfants. On se demande comment ils ont fait pour amener leurs enfants ici. Mais sans les juger, hein, mais il y a beaucoup d'enfants. Et les enfants-là sont à la merci quand même, voilà, des trafiquants qui sont là. Parce que dans ces camps, il y a des trafics de drogue, il y a des trafics de stupéfiants. Parce que les gens, il faut qu'ils vivent de quelque chose. D'accord? Donc, ils vivent des trafics avec les populations environnantes. Si vous avez besoin de stupéfiants, c'est dans ces camps-là qu'il faut venir l'acheter. Tout simplement. Donc, tout ça pour dire que ces gens, les routes migratoires deviennent de plus en plus dangereuses. Même si la migration ne s'arrête pas, d'accord? La migration régulière, elle est de plus en plus contraignante, parce que les gens, ils veulent partir par les voies régulières. Ça, tout le monde le veut. Mais le problème, c'est que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, un jeune Sénégalais qui est là, voilà, qui n'a pas de travail, par exemple, qui a cartouché en licence, je dis n'importe quoi, ce n'est pas votre cas, hein, d'accord? Donc, qui n'arrive pas à passer la licence, etc., qui a cartouché, bon. Qui ne travaille pas, exactement. Il y a 2 possibilités. Même avec le master, tu peux faire valoir ton diplôme, tu vois, voilà. Mais t'imagines, tu cartouches, tu n'as pas de diplôme, voilà. Tu décides d'y aller. Tu demandes un visa, on ne te donne pas, tout simplement, parce que tu n'as pas encore de diplôme, etc. Donc, vous voyez. Ou bien, tu es dans une famille où on ne peut pas te faire une attestation bancaire, et pire, on ne peut pas justifier de ressources. Parce que maintenant, ce n'est pas seulement l'attestation bancaire, il faudra justifier des ressources.
je pense, 600 € par mois pour pouvoir, voilà. Donc, si tu n'as pas tout ça pour justifier ces moyens-là, tu ne peux pas partir. D'accord? Donc, c'est des contraintes qui se posent aujourd'hui à la migration. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas qu'ils sont peu qualifiés, ils ne peuvent pas, mais ils empruntent la route. Aujourd'hui, tu ramasses 2 millions, 3 millions, tu vois quelqu'un qui te dit, il peut t'amener, mais tu y vas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation-là, qui empruntent les routes de la migration irrégulière malgré eux. S'ils avaient la possibilité d'obtenir un visa correctement, ils allaient le faire, comme avant. Il n'y avait pas toutes ces contraintes-là, il n'y avait pas, moi à l'époque quand j'allais, il n'y avait pas de Campus France. Voilà, tu déposais dans une université, tu faisais une demande, tu partais. Mais là, maintenant, il y a toute la procédure de Campus France, etc. En fait, ils ont rendu les choses de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles pour que les gens, même s'ils y vont, ils y vont difficilement. C'est ça la réalité. Encore la France, ça va. Mais aujourd'hui, pour aller aux États-Unis ou bien au Canada, c'est l'horreur. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de contraintes aujourd'hui qui se posent à la migration et qui poussent les gens à emprunter les voies irrégulières. Mais le problème, c'est que les voies irrégulières sont devenues de plus en plus dangereuses. Parce que simplement, au lieu de partir juste par la route, mais il y a des gens qui vivent de cette route-là. Quelqu'un aujourd'hui qui décide de passer par la route, parce que moi, pour avoir fait des entretiens avec des Sénégalais qui ont quitté, par exemple, le Sénégal en passant par la route à la Libye pour arriver en Espagne, mais quand tu leur parles de s'ils allaient faire la route encore, ils te disent non. Ils ont vécu tous les sévices du monde pour arriver en Espagne aujourd'hui. Et le seul souhait, s'ils ont la possibilité, c'est de repartir dans leur pays. Et c'est pas fini. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est que de plus en plus, il y a les mouvements populistes qui prennent la relève. Quand je parle de mouvements populistes, c'est quoi? Aujourd'hui, je vous parlais de la France. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Et partout en Europe, hein, en Allemagne, en Finlande, en Norvège, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a les mouvements d'extrême droite qui montent. Par exemple, aujourd'hui, la France, on a dissous l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps, vous étiez au courant. Et c'est dû parce que tout simplement, le Rassemblement national, qui était l'extrême droite, qui était le Front national, a gagné les élections européennes. C'est les élections à l'échelle de l'Union européenne, ils l'ont gagné. Les législatives, les élections législatives, c'est à partir du 25 juin là. Donc, qu'est-ce qu'a fait Macron? Il dit que vraiment le Rassemblement national ne peut pas accéder à l'autorité suprême. Maintenant, je dissous l'Assemblée nationale. Il a dissous l'Assemblée nationale parce qu'il y a une montée de l'extrême droite en France. Et de manière décomplexée. Aujourd'hui, j'avais vu avant-hier un reportage envoyé spécial qui parlait vraiment de comment sont vus les migrants aujourd'hui en France. Et de manière décomplexée. Dans les villages les plus reculés françaises, il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent en disant qu'il y a des migrants, il faut qu'ils rentrent chez eux, nous on n'a pas de travail parce que la vie est devenue difficile en France. Il y a vraiment une inflation économique. Parce qu'avant le pot de thon qui coûtait 99 centimes, aujourd'hui il est à 2,10 €. Donc il y a toute cette cherté de la vie qui fait que partout en Europe aujourd'hui, il y a la montée du populisme et il y a la montée des mouvements nationalistes qui sont contre la migration. Donc la migration est devenue un bouc émissaire en Europe. Ça c'est en Europe, ce n'est pas le cas des États-Unis ni au Canada. D'accord? Parce que vraiment, ça dépend des mentalités de ces pays-là. Mais si on revient au cas de la France, il se peut que le Rassemblement national prenne les rênes du pouvoir. Parce qu'il suffit qu'il gagne les élections législatives à partir du 25 juin là, pour que Bardella devienne le Premier ministre. C'est quelque chose d'inédit en France, ça ne s'est jamais passé. On a vu en 2007 avec Le Pen, Le Pen père, pas Le Pen fille, ni petite fille, mais Jean-Marie Le Pen, on a vu qu'il était à 17% en 2000 et en 2007, il était à 22%. C'était inédit. Mais maintenant, croire que le Rassemblement national puisse être le Premier ministre de la France, ça veut dire que la France a changé de visage. Ça, il faut le dire. Donc tout ça pour dire qu'il y a une montée du populisme aujourd'hui dans l'essentiel des pays européens et la migration est devenue un bouc émissaire. À côté des routes dangereuses dont on parle,
il y a les contextes d'accueil qui deviennent difficiles, qui deviennent répulsifs à la migration. Parce qu'il y a un discours qui est récurrent. Le discours, c'est le discours de la crise. Aujourd'hui, il y a une crise migratoire. Depuis 2015, on nous bassine avec une crise migratoire qui n'existe pas. C'est une crise économique qui a amené peut-être une crise de l'accueil, mais pas de la migration. La migration n'a jamais connu de crise. Vous comprenez? Mais maintenant, du fait des opinions, des médias, etc., ils font de la migration quelque chose de mauvais. Donc, qui est vu de manière très mauvaise à l'échelle de l'autre côté. Donc, tout ça pour dire que, de plus en plus, aujourd'hui, la migration est non seulement criminalisée, non seulement mal vue, mais constitue aussi le fonds de commerce de beaucoup de partis populistes de l'autre côté. D'accord? On la criminalise, on la victimise, on la rend dangereuse et on la rend également comme fonds de commerce pour pouvoir nourrir ce business-là. Parce que c'est juste un business. Pourquoi les partis populistes, ils savent très bien que la migration constitue une ressource pour la France. Aujourd'hui, la France ne peut pas vivre sans l'apport des migrants. Ce n'est pas possible. Du point de vue démographique, du point de vue économique et du point de vue également de l'employabilité. Parce que les migrants apportent, payent de l'impôt, ils apportent vraiment une masse critique financière à la France. Ça, ils ne peuvent pas le nier. Mais à côté de cela, comme la population française vit une période difficile, la migration constitue un bouc émissaire, un fonds de commerce pour faire vivre ces peuples en leur disant que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est les migrants. D'accord? Donc, il y a tout ça à comprendre vraiment aujourd'hui dans le champ de la migration. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on va terminer quand même sur cet aspect-là. Bon, on récapitule. Je récapitule. La mondialisation migratoire, on a plusieurs facteurs, on a plusieurs acteurs. On a des contraintes, on a des barrières, d'accord? On a des contraintes, on a des barrières, on a une industrie, on a un business. Donc tout ça fait de la migration quelque chose de complexe. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Quand je vous parle de mondialisation migratoire, d'accord? C'est que tous les territoires aujourd'hui du monde sont concernés de près ou de loin par le fait migratoire. Il y a également plusieurs facteurs qui jouent. Il y a aussi plusieurs acteurs qui jouent avec différentes formes de migration. On assiste d'une part à des mutations, à des changements. On assiste à une complexification. On assiste à une intensification des flux, parce que les flux hier, c'était peu, mais aujourd'hui, c'est plus développé. On l'a vu avec les cartes. D'accord? Mais il y a également un autre facteur qui est important, c'est la féminisation croissante de la migration. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui partent plus qu'avant. Pourquoi? On dit que 59% des migrants sont des femmes aujourd'hui. Pourquoi les femmes partent? Là, j'ai écrit le développement des métiers du care. C'est quoi les métiers du care? C'est quoi d'après vous les métiers du care? Quand on vous parle des métiers du care, qu'est-ce que le care? Vous avez entendu parler de ça? Non? En anglais. C'est tous les métiers en lien avec les métiers de prendre soin de l'autre. Care. Take care en anglais. D'accord? Les métiers du care, c'est vraiment des métiers en lien avec le travail domestique. D'accord? L'aide à la personne. D'accord? L'aide à domicile. C'est tous ces travaux-là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça a été beaucoup développé dans les pays marqués, frappés par le vieillissement. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays européens qui sont frappés par le vieillissement. Donc, ils ont besoin de ces métiers du care. C'est les aides-soignantes, c'est les aides à domicile, c'est les domestiques. Donc, c'est des métiers qui se développent de plus en plus en Europe et qui sont assurés par des femmes. C'est pour cela, aujourd'hui, de plus en plus, dans l'essentiel des pays européens, il y a les femmes qui travaillent comme dans l'aide à domicile. Il y a des femmes qui sont aides-soignantes et c'est des métiers très prisés. Par exemple, il y a beaucoup de Sénégalaises qui ont aujourd'hui profité, qui ont fait un changement de statut en France, parce que tout simplement, ils ont fait des métiers d'aide-soignante. D'accord? Parce que la France a besoin de ça. C'est une population vieillissante. Quand les gens vieillissent, ils ont besoin de former des gens dans des maisons de retraite pour prendre en charge cette population vieillissante-là. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi l'aide à domicile qui se développe. Pour les gens en mobilité réduite,
mais également pour le troisième âge. Par exemple, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui travaillent comme aides ménagères à domicile. Et c'est très développé aussi en Espagne et c'est assuré par les latino-américains. Aujourd'hui, quand vous allez en Espagne, c'est beaucoup plus les équatoriennes, les philippines qui travaillent sur les philippines, qui travaillent sur ces métiers-là. Il y a également des Sénégalaises qui travaillent comme aide à domicile, etc. Mais à l'échelle du monde, on a vu que les métiers du care, l'explosion des métiers du care, du fait du vieillissement de la population croissante européenne, mais également nord-américaine, a été à l'origine vraiment de la féminisation croissante des flux, qui est un fait marquant de la mondialisation migratoire, la féminisation des flux. D'accord? Il y a également ce qu'on appelle les contrats en origine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Au Sénégal, je pense en 2008, le gouvernement de Wade avait signé des accords avec l'Espagne pour que beaucoup de femmes viennent travailler dans les champs de fraises. Il y a beaucoup de filles qui sont parties par les contrats, ce qu'on appelle les contrats en origine. Donc, ils sont partis pour 6 mois dans les champs de fraises, travailler pour revenir. Mais vous en doutez que la moitié ne sont pas revenus. Donc, c'est des contrats en origine et c'est des accords qui ont été signés par le président Wade. Et c'est des contrats aussi qu'on trouve dans les pays d'Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup de Pakistanaises qui sont parties travailler dans des pays comme la Thaïlande, etc. Ils bénéficient de ces contrats dans les usines d'automobiles, etc. Donc, c'est des métiers qui ont favorisé aussi la féminisation croissante de la migration. Donc, qui est en fait marquant. Et la plupart de la main-d'œuvre féminine, elle est asiatique. D'accord? L'Asie envoie beaucoup de migrants, vraiment, surtout aux États-Unis. Il y a les Asiatiques qui travaillent dans les métiers du care aux États-Unis. Donc, la migration chinoise, etc., la migration philippine, tous ces gens-là quittent ces pays-là, thaïlandais, d'accord, pour venir s'installer aux États-Unis pour travailler dans les métiers du care. Donc, ça, c'est la féminisation. Je passe à la carte. Donc, à côté de la féminisation, on a également un autre fait, un dernier fait marquant, qui est ce qu'on appelle le rajeunissement des flux. Qu'entend-on par rajeunissement des flux? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, quand vous allez dans le camp de la jungle de Calais, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, plus qu'hier, qui empruntent les routes migratoires. Il y a beaucoup de jeunes, plus qu'hier, qui empruntent parce que vous le voyez, il y a beaucoup de jeunes. Par exemple, quand je suis partie dans une ville qui s'appelle Rosas, c'était en Catalogne, c'est-à-dire le sud de l'Espagne. En été, il n'y a que des hommes qui vendent des chaussures le long de la plage, qui est sur des kilomètres et des kilomètres. Mais on voit des jeunes Sénégalais qui sont là-bas. À un moment donné, tu te dis, est-ce qu'il reste des jeunes hommes au Sénégal? Ne serait-ce qu'en Espagne. Quand vous voyez le nombre de jeunes gens qui sont là-bas, qui travaillent d'arrache-pied. Et ce n'est pas seulement dans les villes de la Catalogne. Il y a des villes aussi du sud de l'Espagne. Et ce n'est pas seulement l'Espagne. Imaginez au Brésil. Imaginez également en Argentine, au Japon. Le nombre de Sénégalais dispatchés de par le monde, des jeunes qui travaillent comme commerçants ambulants, qui travaillent dans les structures aussi commerciales, on se dit qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout des hommes, qui sont partis au Sénégal. Et le rajeunissement des flux des migrations sénégalaises ne concerne que les hommes. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont partis du Sénégal. Donc ça, c'est juste un aspect marquant du Sénégal. Mais si on le prend à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui partent aujourd'hui. Et il y a le fameux, j'en avais parlé, le fameux MENA, là, c'est-à-dire les mineurs isolés, et qui sont détectés au niveau de l'Espagne par les tests osseux. Donc pour dire que le nombre de jeunes aujourd'hui qui partent est extraordinaire. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, de plus en plus, un autre fait marquant de la mondialisation migratoire est non seulement la féminisation des flux, mais également le rajeunissement. Il y a la multiplication des acteurs et des facteurs, il y a l'intensification des flux, il y a la féminisation des flux, d'accord? Il y a le rajeunissement des flux, mais également, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Quand on parlait de contraintes, de barrières, qu'est-ce qu'on a dit? Donc ça aussi, c'est des faits marquants. Pardon?
On a parlé de multiplication des barrières, de migrants privilégiés, de migrants empêchés. D'accord? Donc tout ça, c'est des faits marquants de la mondialisation migratoire. Deux. Il y a le business migratoire également. Donc quand je vous demanderai qu'est-ce que la mondialisation migratoire, il faudra me sortir tous ces facteurs et ces acteurs, toutes ces formes de la migration, toutes ces contraintes, le rajeunissement des flux, la féminisation, c'est tous ces aspects-là qui constituent ce qu'on appelle la mondialisation migratoire aujourd'hui. D'accord? Est-ce que c'est clair? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci.